Thomas, je voulais savoir, c'est quoi ton type de femme? Alors normalement, dans le monde idéal que j'aurais rêvé quand j'étais petit, quand j'avais disons allez, 10 ans, c'était blonde, pas très très grande, 1,56 m, prénom germanique, voilà. Et puis, bah, évidemment, comme je suis un gros golemon, j'ai tout foiré. Donc maintenant, mon type de femme, c'est, disons, une belle femme européenne, bien, quoi, c'est tout. Voilà. C'est déjà bien, il ne faut pas vouloir plus. Oui, Thomas, question comme ça, hein. Est-ce que, comme les souverainistes, tu penses que nous, les Français, nous sommes plus proches des Mahorais ou des Guadeloupéens que des Lettons ou des Allemands? Bah, déjà, notre camarade a fait remarquer que j'aimais les femmes. Donc déjà, c'est une réponse au souverainisme. Oui, c'est pas faux. Et puis ensuite, concrètement, bah écoute, je sais pas, ils ont qu'à s'acheter des lunettes, hein, j'y peux rien. S'ils sont comme Amadou et Mariam, on voit rien, on sait rien, on sent rien. Ivoirien. Voilà, Oui. pas mal. Ouais. Moi j'ai une question, c'est encore en lien avec les souverainistes. Les souverainistes, on le voit, sont très poutinolâtres, russolâtres, ils adorent la Russie en ce moment. Mais ils adorent aussi les Comores. Nous, on leur propose un deal, c'est les Comores ou la Russie. Parce que Bah, je sais pas, on parce se que débarrasse des Comores et on prend la Russie. c'est dans la un- grande c'est Europe. une question de rapport de domination. C'est-à-dire qu'ils sont pris en contradiction entre l'amour de l'État français et l'amour de la Russie. C'est à celui qui aura la plus longue pour leur faire du bien. Et donc la question fondamentale, elle est là. C'est-à-dire qu'ils sont pris en sandwich, quoi. Ils aiment ça? Ah, je ne sais pas. C'est moi qui le dis. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les sandwichs, eux n'aiment pas ça. Depuis longtemps, tu nous parles de la grande Europe, de l'Islande et de la Russie, mais est-ce que c'est pas évidemment compromis par la guerre? Et est-ce qu'il ne faudrait pas parler à court terme plutôt de l'Europe, de l'Islande à l'Ukraine? Alors, en fait, très précisément, moi, ma stratégie, c'est une question très importante. Ma stratégie, c'est que d'abord, je ne change pas d'idéologie en fonction du climat, en fonction de l'actualité la plus immédiate. Quand on a une pensée politique forte, elle est indifférente à ça. Maintenant, il faut être aussi pragmatique d'un point de vue politique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la Russie actuelle? Bon, il est clair que si la Russie doit rejoindre la Grande Europe, ça sera sans Poutine et sans la caste corrompue qui dirige. Maintenant, la Grande Europe ne se fera pas non plus avec Macron, avec Scholz, Sanchez et compagnie. Zelensky, Sunak, enfin toute la bande. Bon. En fait, moi je prône la révolution européenne, c'est-à-dire tous leur foutre un coup de pied au cul en même temps, au même moment. Un peu Thanos comme ça qui fait poum et ils disparaissent tous. Voilà. Et donc, le Parlement européen peut déjà au moins faire basculer une partie importante de l'Europe sans faire basculer tout. 27 pays de l'Europe qui basculeraient d'un même moment vers l'Europe unie, ça permet d'attirer les autres. Concrètement, ce qu'on peut dire aux Russes, aux Ukrainiens, aux Biélorusses, mais aussi aux Suisses, aux Norvégiens et éventuellement aux Britanniques, s'ils n'ont pas déjà regretté avant, ce qu'on peut leur dire, c'est la Grande Europe vous restaurera votre identité au détriment de votre souveraineté. C'est-à-dire, vous avez eu un État souverain qui vous a trahi depuis 50, 70, 80 ans, et plus parfois, on va vous en débarrasser. Alors certes, ça fait les institutions merdiques qui vous parasitent, vous perdrez. Voilà, l'Assemblée de Westminster deviendra un musée, l'Élysée deviendra un musée, peut-être que l'Assemblée nationale deviendra un temple païen, je ne sais pas. Et donc concrètement, voilà, vous aurez des institutions européennes qui se substitueront aux institutions nationales, mais qui seront dirigées par des mecs comme moi, c'est-à-dire des mecs qui vont vous défendre votre identité comme jamais ça a été défendu. Donc il faut rendre l'Europe des 27 ou des 28 ou avec les Balkans éventuellement d'or séduisante. En fait, il faut séduire le Popov de base. Il faut séduire le russe en disant voilà. Alors, cher Ivan, puisque souvent on dit le russe de base, on dit cher Ivan, Dragoy Ivan, voilà, je te parle clairement et concrètement. Tu es un Européen, c'est pas un choix, on n'a pas choisi d'être Européen, c'est les dieux, le destin, tout ce qu'on fait. Le dieu Pierun, si tu veux, Volos, etc. Bon, donc tu es un Européen, nous on est des Européens, et donc quand on est entre Européens, on fait l'unité de l'Europe. Voilà. Donc il y a des gens qui nous empêchent de faire l'unité de l'Europe, à l'ouest, à l'est, au centre, on s'en fout. C'est généralement nos dirigeants. Donc si tu veux rejoindre la Grande Europe, tu vires ton dirigeant, nous on virera les nôtres, donc on sera en parfaite égalité, et puis on va faire une Europe unie. Mais d'abord on va faire sans toi, parce que c'est compliqué aujourd'hui, donc on va te faire une Europe super séduisante.
C'est-à-dire l'Europe unie, de Thomas Ferrier et Co. La remigration se passe de manière très pacifique et paisible. Les gens se disent nous sommes nous-mêmes, donc nous tournons vers nous-mêmes pour pouvoir nous épanouir sur un environnement ethnosystémique parfaitement adapté et un biotope qui est complètement conforme à notre nature profonde. Et de ce point de vue-là, tout va bien. Donc l'Europe redevient européenne. Le mariage pour tous est remplacé par un Pax Amélioré européen pour éviter qu'on mélange les torchons et les serviettes et qu'on mélange les notions qui n'ont rien à voir ensemble. Le mariage n'a jamais été la matérialisation de l'amour. Quel que soit l'amour. Commence à être homogène aussi. Il faut aussi qu'on prenne en compte que l'Europe centrale orientale ne voudra jamais d'un mariage pour tous et compagnie. Donc il faut faire un truc modéré. On met fin au wokisme. Alors le wokisme est écrasé par... Alors, d'une manière générale, à partir du moment où on libère l'homme européen à la fois de la repentance chrétienne et du délire post-chrétien, on peut avancer. C'est-à-dire qu'il faut revenir vers nos fondamentaux. Voilà, et revenir vers nos fondamentaux de manière pacifique. Donc l'Europe comme ça, Poutine pourra plus dire « oui, regardez, l'Europe, c'est des décadents, ils sont remplacés, etc. » Ben non, ça ne sera plus le cas. On lancera notre natalité, etc. Le Russe de base va dire « Poutine est en train de nous vendre à la Chine, alors qu'il y a quelqu'un qui nous aime. » Il y a une Europe qui a envie qu'on soit avec elle et qui a besoin de nous et dont on a besoin d'elle. Et donc, on va virer notre caste. Voilà, il faut virer Poutine comme Kerensky a été viré, comme Staline a été aidé à disparaître plus vite en 1953, etc. Voilà, il faut libérer le peuple russe de l'autocratie, mais pour libérer le peuple russe de l'autocratie, il faut nous libérer nous-mêmes de nos autocrates plus ou moins déguisés. Oui, Thomas, est-ce que tu peux du coup confirmer que Vladimir Poutine ne défend pas l'identité russe et même au contraire la met en péril? Parce qu'il y a un fantasme depuis 20 ans sur ce personnage auquel moi-même et peut-être toi dans une certaine mesure a pu adhérer, mais maintenant qu'on a un certain recul, je pense qu'il est temps de dire les choses sur le personnage et son entourage, quitte à faire des plaisirs à certains. La réalité, c'est qu'un bonhomme qui s'appelle Vladimir Poutine, en russe, moi j'ai fait du russe quelques années dans ma vie, et Vladimir, ça veut dire le maître de la paix ou le maître du monde, en fait, maître du monde. Vladimir, maître du monde. Donc déjà, ça n'incite pas à l'humilité. Quand on s'appelle Poutine, ce qui veut dire Poutine, c'est le chemin, ça veut dire celui qui indique le chemin. Donc un gars qui s'appelle maître du monde qui indique le chemin, voilà. Donc je pense que Poutine, à un moment donné de sa vie, a été utile pour la Russie, même s'il a merdé en Tchétchénie. Je pense qu'il était animé par la volonté de défendre son pays. Mais après, il s'est usé par le pouvoir pouvoir est corrupteur, le pouvoir use. Il semble qu'il se soit considérablement enrichi, 200 milliards de roubles détournés. Et il semblerait, aujourd'hui il a une nouvelle vie, il a quitté sa femme, il a une maîtresse qui vit en Suisse avec peut-être de nouveaux enfants, etc. Donc il est dans un mode finalement d'autocrate classique à la Brejnev, c'est-à-dire je reste au pouvoir jusqu'à la tombe. Et ça c'est dramatique. Il a éliminé Medvedev du jeu, Medvedev veut revenir en faisant la surenchère nationaliste, mais en fait il se ridiculise, y compris aux yeux de Poutine, ça ne marchera pas. Et donc en conséquence de quoi, eh bien... je pense que Poutine, d'abord, il est isolé, c'est un autocrate, les gens ont peur de lui, donc les services secrets et les services de renseignement russes lui ont dit ce qu'il avait envie d'entendre, que l'Ukraine tomberait en 15 jours, etc. Et voilà. Je crois qu'il est trop vieux, ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Même la Turquie pourrait donner des leçons de démocratie à la Russie, c'est dramatique. Erdogan peut demain être battu. La réalité de la défaite d'Erdogan en Turquie n'est pas exclue. Ça sera compliqué, mais c'est possible. En Russie, est-ce que quelqu'un peut battre Poutine ? Non, parce qu'il était éliminé du jeu. Je veux dire, je ne vais pas faire le complotisme parce que ce n'est pas mon logiciel. Mais la mort, par exemple, du général Lebed dans les années 90, qui était quelqu'un qui avait une destinée qui était comme bien portée et qui était certainement incorruptible, est très douteuse. Mort en hélicoptère. Les morts en hélicoptère sont souvent douteuses. D'ailleurs, je ne prendrai pas l'hélicoptère si je suis amené à avoir un rôle important demain. Donc voilà, je pense que Lebed était gênant. Il y a une caste. Cette caste, au départ, autour d'Helsinki, c'était les Berezovski, les Rodorkovski et compagnie, qui s'enrichissaient indûment. Helsinki a été mis à la porte. Il était ivre, alcoolique au plus haut degré, incapable de gouverner, et Poutine a été promu. Poutine, c'est au départ un mec un peu comme moi, c'est-à-dire un simple haut fonctionnaire, travaille à la mairie de Saint-Pétersbourg, de Sobchak. Voilà, c'est pas un mec qui a un génie extraordinaire, qui s'est implanté politiquement tout seul. Il a été mis en place. Ensuite, il a joué la carte de l'écrasement des Tchétchènes pour justifier sa légitimité. Et ensuite, il est resté au pouvoir avec une caste donc 8 années. Et en Tchétchénie, il a quand même favorisé l'islam radical. Alors, en Tchétchénie, on va dire les choses très telles qu'elles doivent être dites. Je comprends parfaitement le point de vue russe, considérant que l'indépendance de la Tchétchénie
risquait d'ouvrir la porte à tout et la boîte de Pandore des revendications du Tatarstan, de l'Ingouchie voisine, je sais pas moi, de la Kabardo-Balkarie, etc. Donc ça, ils pouvaient peut-être pas accepter l'indépendance tchétchène, mais ils auraient pu mieux gérer. Le premier président tchétchène, Doudaïev, est issu de l'armée rouge, c'est un laïc moderne. Il a été tué par les Russes dans des conditions assez lamentables. Et ensuite, il n'y avait plus que des islamistes. Soit les islamistes financés, soutenus par les États-Unis, l'Arabie saoudite comme Asradov, soit le clan Kadyrov, d'abord le père, et ensuite le fils. Le père a été tué dans un attentat, dans un stade, je crois, de Grozny, et le fils est devenu ce qu'il est devenu. Donc le deal avec Poutine est très simple. 99% des Tchétchènes votent Poutine, donc on sait bien que c'est complètement bidon. La Tchétchénie ne fait plus d'attentats, plus etc., etc. Elle est contrôlée par Kadyrov. Et Kadyrov, chez lui, fait ce qu'il veut, plus ou moins, tant qu'il ne crache pas sur Poutine. Donc il réprime les libertés sexuelles, il réislamise, etc. Alors, si vous regardez la réponse qu'on pourrait opposer à Kadyrov, de manière un peu provocatrice, vous tapez Will, en anglais, W-H-E-E-L, of Malch. M-A-L-K-H. Je vous invite à le faire sur Google, vous regarderez, c'est assez marrant. Donc la roue de Malch. Malch, c'est le soleil, Des du soleil chez les Tchétchènes, donc de l'époque pré-islamique. Vous regardez le logo que ça fait, c'est assez amusant. Et je pense que ce logo-là pourrait très bien être l'arme absolue contre l'islamisme de Kadyrov. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez rigoler. Mais voilà. Donc je pense que Poutine a fait son temps. Poutine doit partir. Comme Erdogan va peut-être être invité à partir. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que Poutine, s'il part, il peut prendre une bastos. Donc, ce que j'avais dit pendant des années, c'est qu'il faut préparer le départ de Poutine. Il faut faire avec Poutine ce que Poutine a fait avec Eltsine. Poutine a garanti à Eltsine, jusqu'à sa mort et à sa famille, Une sécurité. Une protection contre toutes les attaques, contre l'argent, contre les accusations de corruption, etc. Il a tenu parole, aujourd'hui, il a tenu parole. Je ne sais pas ce que devient la fille de Eltsine, ou ce que devient la veuve d'Eltsine, peut-être qu'elle est morte, d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il a tenu parole. Il fallait que la Grande Europe propose à Poutine un départ négocié. Tu offres à la Grande Europe la Russie, et toi, tu vas dans ta datcha, on ne t'emmerde pas, on te laisse faire tranquillement ta vie, et c'est les tiens et compagnie, on ne se fait pas chier. En fait, on te dit, voilà, tu quittes le pouvoir pacifiquement, nous on te protège, et la Grande Europe est faite. Et je crois que c'était le bon deal à faire, et on a un peu quand même poussé Poutine à la faute. Les Américains l'ont fait, et Poutine a eu la grosse erreur de céder. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont piégé Poutine, pour moi c'est comme ça que je le vois, dans cette affaire ukrainienne, ils l'ont poussé à agir, alors qu'il ne fallait pas agir. Je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il avait comme choix? Il n'y avait pas d'attaque ukrainienne prévue contre le Donbass, c'est pas vrai. Tout le storytelling justifiant l'intervention est débile. Quant à les fameux ukro-nazis, voilà, c'est quand Barkachov, le chef du parti de l'unité nationale russe, donc ça s'appelle Ruskoye et Nationalnoye Jedinstvo, qui a un symbole qui est un svastika concrètement, prêche la guerre contre les Ukrainiens, on ne parle pas d'ukro-nazis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pro-nazis ou pro-fascistes du côté ukrainien, c'est indiscutable. Il y en a du côté russe. En fait, c'est simple. Pour Poutine est nazi celui qui est contre les Russes, même s'il est bolchevique. Pour les Ukrainiens, c'est plus compliqué. Il y a des nazis, entre guillemets, en Russie qui soutiennent Poutine, c'est clair. Poutine a décidé que les nationalistes russes avaient un choix, se soumettre, et ils sont contrôlés, ou se faire écraser. Ça a été le cas ont été écrasés Potkin alias Belov, Demouchkine, tous ceux qui dérangeaient. Et Rogozin est rentré dans le rang parce qu'on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il rentre dans le rang, etc. Voilà, le vrai nationalisme russe, le vrai identitarisme russe, il n'est pas du côté de Poutine, il n'est pas du côté de Zelensky, il est du côté de nous. Pour toi, Thomas, quelle serait la capitale idéale pour la Grande Europe? Alors, Camus, Renaud de son prénom, et d'autres prônent Vienne. On pourrait prendre Strasbourg. À court terme, ça sera Strasbourg. C'est-à-dire que c'est là où est le Parlement européen. Ma stratégie, c'est d'opposer Strasbourg à Bruxelles, donc Strasbourg sera la capitale européenne par défaut, en tout cas pendant quelques années. Mais je pense qu'il faut marquer une nouvelle ère par une nouvelle capitale, et ça ne peut pas être une ville existante. Pendant longtemps, l'histoire européenne a été celle de construction de cités. Concrètement, Alexandre le Grand, pour parler de cet exemple-là, quand il a conquis la Perse et autres, a construit une vingtaine d'Alexandries, qui sont devenues des villes comme Hérat, Kandahar, etc. Donc, une ère nouvelle implique une capitale nouvelle. Adapter une ville existante à, on va dire, le but d'une capitale européenne, on va dire, il faut une ville nouvelle. Voilà. Parce qu'il faut appliquer les plans platoniciens, 12 quartiers, cercles concentriques. On peut se faire plaisir pour une nouvelle capitale. Pourquoi rester dans les villes existantes? Vienne est une ville trop belle pour pouvoir être défigurée, pour faire autre chose que son but.
comme Rome, Athènes trop au sud, Paris, la ville lumière, ou Londres ou d'autres. Les villes existantes ne peuvent pas l'être. On ne va pas détruire Berlin pour faire Germania. Concrètement, on va créer une ville nouvelle. Cette ville nouvelle, elle devra même nécessairement avoir un style globalement néoclassique. Je ne dis pas néoclassique, néoclassique, avec des matières peut-être nouvelles, mais avec l'esprit des Grecs anciens. Nous devons retrouver un esprit antique, un esprit gréco-latin et indo-européen. Et donc il faut retrouver ce qui était meilleur, avec la grandeur. Une capitale européenne, elle devra être grande. Alors il n'y aura pas une Volkshalle, il n'y aura pas un énorme dôme pour accueillir 100 000 personnes, mais il y aura des institutions et un effet graphique magnifique, parce que le but c'est que cette capitale éblouisse le monde, soit un phare lointain, un phare entouré par un océan hostile, mais un phare. Et géographiquement, où est-ce qu'elle serait située au centre de l'Europe, en Pologne? Il faut que ça soit à peu près avec une distance entre Paris et Moscou. Donc l'idéal, c'est plutôt vers la Tchéquie, effectivement, entre le sud-est de l'Allemagne, le sud-ouest de la Pologne, Slovaquie, Hongrie, par là. Pourquoi pas même la ville de Prague, qui a déjà d'excellentes réputations. Parce que, comme Vienne, c'est des très belles villes qu'on ne va pas défigurer pour faire autre chose. Ces villes ont été construites à une époque où elles avaient une logique spécifique. Oui. La capitale européenne doit naître pour marquer une nouvelle ère. Alors pas comme Brasilia au Brésil, qui a été un échec, mais il faut avoir l'esprit de grandeur. L'homme européen doit retrouver l'esprit de grandeur qu'il a perdu trop souvent dans notre histoire. La grandeur, ça implique ex nihilo. On commencerait par Strasbourg jusqu'à ce qu'une nouvelle ville soit construite. Voilà, absolument. Europolis. Je l'ai appelé Europolis, on pourrait l'appeler d'ailleurs Évropolis, si on prononce à la grecque moderne. Ça pourrait s'appeler Ariopolis, Aréopolis, ça pourrait s'appeler autrement, mais je dis Europolis parce que je trouve que c'est assez sobre, c'est assez clair. Voilà. Alors, chers amis, donc après, à l'issue de ces 4 émissions qui ont été diffusées, qui ont été tournées, évidemment, vous l'avez compris, en même temps, on a évidemment récompensé dialectiquement ce qu'ils méritaient, et on pourra éventuellement répondre à d'autres attaques qui vont venir, car nous avons les moyens de savoir, et nous savons qu'il y aura d'autres attaques de certains nombre d'énergumènes qui ont du mal avec la médiocrité qui est la leur, et qui donc jalousent ceux qui ne le sont pas. Donc je ne nomme personne, mais ils se reconnaîtront quand même. Voilà, nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour sauver la situation européenne. Et ceux qui n'ont pas compris ça, eh bien qu'ils aillent se faire enfoncer quelque chose là où il faut.